c'est à peu près en 59 que je me suis, travaillant dans une usine, que je me suis rendu compte, ou du moins, j'avais l'impression que c'était le lieu d'aliénation humaine. Pourquoi? Parce qu'on me demandait toute mon existence contre un salaire. Et je considérais que mon existence valait quand même plus qu'un salaire et que je n'allais pas être incarcéré 11 mois dans une structure de travail pour m'échapper, puisqu'on parle d'échapper, un petit mois pour aller vers la nature, la campagne, etc. Voilà. Et donc, je ne vais pas revenir avec mon autobiographie, parce que Pierre Rabhi m'énerve de plus en plus. Parce qu'il y a le Pierre Rabhi dans son engagement, et puis il y a le Pierre Rabhi, le pauvre Pierre Rabhi, qui essaye de vivre comme un peu comme il peut. Et ce qui a amené aujourd'hui, ce qui m'a amené petit à petit à rejoindre quelque chose, une notion qui est une notion maintenant connue, mais pas suffisamment comprise. Nous avons fait un retour à la Terre en 61 en Ardèche. C'était pour nous rapprocher de la nature et dire, ben, voilà, la nature, c'est vraiment la matrice. C'est la matrice de la vie, et par conséquent, je ne veux pas être dans un univers minéral de béton et autre chose et me priver en quelque sorte de ce rapport à la vie et à la nature. Donc ça s'est traduit par un retour à la terre avec une femme merveilleuse et courageuse, et nous avons tenté de cette folie, d'arriver en Ardèche, et je voulais donc avoir une ferme, et n'ayant pas de moyens, je suis allé au Crédit Agricole pour demander, pour faire un emprunt. Il m'a dit, est-ce que vous savez travailler? J'ai dit non. Il me dit, allez d'abord apprendre à travailler, et puis vous reviendrez, on discutera. C'est ce que j'ai fait, et j'ai passé un petit diplôme qu'on appelle le brevet d'apprentissage agricole, et puis j'ai travaillé dans des différentes fermes. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue véritablement presque une forme d'illumination sombre, c'est-à-dire que dans ces fermes-là, on empoisonnait tous les ans et tous les jours la terre, l'environnement, etc., par des pesticides, par des horreurs. Et j'avais l'impression que j'étais rentré dans la destruction de la vie. Et à partir de là, ben, je me suis dit, si l'agriculture c'est cela, ben, je me retire. Je ne vais pas faire d'agriculture. Quand j'ai appris qu'on pouvait faire de l'agriculture et sortir du système de détruire pour produire, entrer dans le système de produire et améliorer, produire et rendre hommage à la vie et non pas la détruire. Et donc à partir de là, tout a basculé, et nous avons choisi une ferme qui n'était pas du tout dans les critères, disons, officiels, parce que nous sommes installés dans cette petite ferme qui n'était pas du tout conforme à ce qui était recherché. Pourquoi? Parce que c'était beau, le lieu était beau. Et je n'allais pas dire au Crédit Agricole que j'ai acheté le lieu parce qu'il est beau, parce qu'eux, ils me disaient combien d'hectares, qu'est-ce que vous pouvez produire, quelles sont les quantités, etc. Bon, grâce à l'intervention d'un sénateur qui nous a pris sous son aile, nous avons réussi à avoir ce lieu sans électricité, 13 ans sans électricité, 7 à 8 ans avec très peu d'eau, un chemin à peine carrossable, la terre rocailleuse, etc. Donc ça paraissait complètement fou par rapport aux critères ordinaires. Mais nous nous sommes installés là, et puis petit à petit, ben, il y a eu le retour à cette chose qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est non pas lutter contre la vie, mais coopérer avec la vie. Et je ne pense pas que l'humanité soit consciente du niveau de dégradation où nous sommes. Et la grande question qui s'impose aujourd'hui, est-ce que l'être humain a besoin de la nature? C'est oui. Est-ce que la nature a besoin de l'être humain? C'est non. Voilà. À bon entendeur, salut. Voilà. À partir de là, si on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'a rien compris. Et ce qui se passe aujourd'hui dans, dans l'univers, et disons, dans ce qui a défini l'humanité comme mode d'existence, eh ben, l'humanité a défini un mode d'existence qui est entièrement sur la dualité. Nous avons réalisé un ouvrage avec Jean-Marie Pelt, et il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. C'était coopération, coopération, coopération. Tout a coopéré,
et associativité, c'est-à-dire des éléments qui se combinent parce que la vie veut se donner à la vie et que la vie perdure. Et c'est grâce à cela que nous existons nous-mêmes. Seulement, il m'a passé la patate chaude, c'est-à-dire l'humain. Et bien, l'humain introduit la dualité immédiate, c'est-à-dire dualité totale de l'homme contre l'homme, de l'humain contre l'humain, de l'humain contre la nature. Et nous sommes encore dans cette phase de dualité qui sera fatale si nous ne comprenons pas qu'il faut cesser d'agresser la nature. Alors, après, on se pose la question, mais le pourquoi en sommes-nous à cette vision, au lieu de prendre notre planète comme une magnifique oasis digne de tous les éloges? C'est là où moi, ma spiritualité s'inscrit. Parce que ce que je déplore, c'est que les religions, ben, elles devraient être les premiers écolos, ça devrait être les religions. Parce elles proclament toutes que c'est Dieu qui a créé la nature, la terre, etc. Et j'ai eu affaire très gentiment, je leur ai dit, mais vous devriez être les premiers écolos, c'est vous. Puisque vous avez une proclamation selon laquelle la terre est sacrée. Ben, on est loin du compte. Voilà. Et donc aujourd'hui, la grande question se pose d'une façon de plus en plus radicale. Pourquoi? Parce que nous sommes instrumentalisés et que notre malfaisance est extrêmement efficace. La technologie nous a servi à donner à la malfaisance énormément d'efficacité. D'où la nécessité de repenser véritablement qu'est-ce que doit être le destin collectif si nous ne changeons pas de comportement. Et on est dans une désacralisation très très importante sur une planète en plus où mon ami Ziegler disait que sous les 7 minutes, un enfant meurt de faim. Voyez. Donc, ce que je constate de plus en plus, c'est que le monde occidental se replie sur sa problématique à lui et oublie complètement le reste du monde. Aujourd'hui, dès qu'on pose un problème, c'est le problème de l'Occident. Ce n'est pas le problème du monde entier. Or, si nous voulons être des humains, on ne doit pas laisser les autres destins à l'encontre. D'autant plus que l'Occident, alors on a parlé d'islamisme, mais je sens dans cet islamisme une espèce de contentieux profond qui est lié justement à l'hégémonie occidentale. L'Occident a quand même colonisé, a quand même drainé les ressources de la planète entière pour créer son propre modèle, sauf que ce modèle, il n'est pas à la portée de tout le monde. Imaginez que tout être humain sur cette planète puis vive comme nous. Eh bien, où allons-nous prendre les ressources? C'est une réalité. Il faut être très réaliste dans ces choses-là, parce que sinon, on tombe évidemment dans des concepts qui n'en finissent pas. Or, aujourd'hui, il y a une masse de concepts absolument incroyables, sauf que les solutions sont rares. Et nous nous sommes engagés à notre petit niveau, bien entendu, dans une pratique que l'on appelle l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie? Parce qu'elle permet de se nourrir sans détruire. Parce que nous rentrons enfin dans une pratique coopérative avec la vie elle-même, et non pas quelque chose qui intervient artificiellement pour modifier les choses avec une agriculture qui ne peut produire sans détruire. Voyez. Et c'est ça l'agroécologie. Mais au-delà de l'aspect simplement agronomique, disons des choses, je collabore avec la vie. Voilà. Et non pas je détruis la vie. Eh bien, il y a aussi toute une philosophie. Cette philosophie vient évidemment se renforcer parce que, en dehors des disparités entre le nord et le sud, etc., il y a quand même un système qu'on appelle la croissance économique qui invite à l'avidité sans limite. Avidité, toujours plus et toujours plus. C'est ce qu'on appelle la croissance économique que invoquent les politiques et qui est en fait une aberration, parce que de toute façon, si l'ensemble de l'humanité se comporter comme ceux qui sont repus, il y a les repus, puis il y a les ventres vides, eh bien, si tout le monde se met à cela, où voulez-vous que la planète puisse fournir? Comment la planète pourrait-il fournir suffisamment de richesses et de ressources pour que tout le monde soit satisfait? C'est impossible. Donc, ce qui nécessite aujourd'hui de repenser absolument notre présence au monde. Quelle est notre présence au monde? Est-ce que notre présence au monde, c'est la prédation
sans limite et un individu manipulé à n'être jamais satisfait, ce qui vous donne cette avidité collective et qui en même temps produit une féodalité planétaire. J'ai appris qu'il n'y avait que 1500 êtres humains milliardaires en dollars. Et tous les autres, ben voilà, tous les autres eh bien, œuvrent ou dépensent de façon à ce que cette caste hyper riche puisse, elle, maintenir ses prérogatives et son pouvoir sur la vie. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, en fait, confisquent à l'humanité le patrimoine qui doit revenir à l'humanité. L'argent ne doit pas avoir tous les droits. On ne doit pas, par sous prétexte qu'on a de l'argent, acheter des forêts entières, les détruire, et tout ça pour continuer à faire des richesses, etc. Donc il y a à repenser l'humanité, à repenser réellement où elle en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous voyons bien que le bilan général disons, de la capacité en quelque sorte de l'humanité à survivre est en train de se réduire de plus en plus, que au milieu même de la prospérité, où les gens prospèrent qui sont censés avoir réussi, c'est là qu'on consomme le plus d'anxiolytiques, et que de l'autre côté, ben, vous avez des populations qui, elles, on incite à se développer sur un modèle qui est erroné. Et là, on est dans un véritable problème. Les Chinois, tout le monde veut imiter le modèle occidental. Or, le modèle occidental n'aurait jamais pu prendre cette ampleur si l'Occident n'avait pas pillé la planète. Et je dirais que le modèle occidental né en Europe, c'est l'Europe qui a été la première victime de ce modèle. Parce que les voyageurs du XVIe et XVIIe siècle, vous disiez, ont circulé, on voyait des communautés humaines, ils avaient leur langue, leur façon de se vêtir, leur façon de construire. Ça a été une diversité extraordinaire d'imagination. Et tout ça a été nivelé par un modèle unique, qui est le modèle sans lequel il n'y a pas de salut. Et aujourd'hui, on est dans cette erreur considérable qui se traduit évidemment sur la nature comme posant en quelque sorte les limites de ce qu'on appelle le développement, qui est une aberration aussi, parce que développer, mais même une baleine s'arrête de croître. Je veux dire, il y a un moment où le principe de développement infini est une aberration et pousse évidemment à une prédation de plus en plus prédatrice. Et avec les outils efficaces que nous avons aujourd'hui, ben, nous pouvons faire des massacres de masse. On ne tue pas seulement. Et puis la grande apothéose du monde d'aujourd'hui, la bombe atomique, vous voyez ça c'est le triomphe de la science. Vous voyez. Alors la science a fait de bonnes choses, mais la science sans conscience, comme on dit, je vous laisse la suite, eh bien, si même je suis un fervent, en quelque sorte, de l'agriculture écologique, de l'agriculture biologique, nous avons donné des années avec évidemment des programmes au nord, au sud, etc. Nous continuons à être des gens très concrets et réalisateurs. Nous avons des structures qui réalisent et de plus en plus. Eh bien, je dis souvent à mes amis, vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. Il ne faut pas croire que parce qu'on va manger bio, le monde va changer. Ce qui nous appelle à quoi? C'est que si nous ne mettons pas notre propre transformation comme le paramètre fondamental, pas de transformation humaine, pas de transformation de société. C'est impossible. Et transformation de société, ça ne veut pas dire que je m'exclus de cette transformation. Parce qu'on pourrait dire, ben, la société va mal, oui, d'accord, mais qu'est-ce que je fais, moi, de façon à ce que cette société puisse évoluer? Je peux parfaitement aller manifester contre les multinationales, sauf que nous les nourrissons tous. Je ne suis pas venu en charrette, j'ai mis de l'essence dans ma voiture hier, donc j'ai donné mon argent à Total ou à je ne sais pas qui. Donc on est tous pris dans un système dans lequel nous sommes malgré tout compromis. Mais je pense qu'aujourd'hui, la transformation de l'individu lui-même, je peux aller manifester contre ceci et cela et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Donc il faut faire très attention de ne pas s'illusionner. La transformation part de chacun de nous. Et c'est un merveilleux travail. Alors aujourd'hui, je n'ai pas apporté mon auréole parce que je ne voulais pas faire quand même des gens... je voulais pas vous donner des complexes. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que je me suis dit, les pauvres gens, quand même, il ne faut pas les complexer.
Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il est impossible de concevoir aucun avenir sans que l'être humain, qui est l'auteur de tout ce qui se passe, qui est l'initiateur de tout ce qui se passe, ne fasse un travail sur sa propre transformation. Et la transformation, ben, c'est effectivement l'amour, hein. C'est la bienveillance, c'est l'amour. Et l'amour est tellement puissant, effectivement, qu'il ne peut pas y avoir d'énergie plus puissante que celle-ci, à condition que l'amour ne soit pas conditionné par l'humain, parce que l'humain, souvent, prend l'amour, il met étiquette amour, mais derrière l'étiquette, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de magnifique à réaliser pour l'humanité, mais il est temps de l'engager, parce que les processus négatifs, destructeurs, il n'y a qu'à ouvrir la radio, regarder la télé pour voir ce qui se passe dans le monde. L'horreur absolue partout. Et on a banalisé en quelque sorte l'horreur, esthétisé l'horreur. Hein, quelqu'un tue une personne, c'est un assassin, d'autres tuent 10 000, c'est un héros. On est dans l'absurdité la plus totale. Donc nous continuons à être très pratiques, nous continuons à réaliser, et je suis très heureux de la réalisation de l'école. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que l'enseignement tel qu'il est adapté, il est fait, c'est un lieu, c'est une manufacture où l'on prépare un être humain adapté au système. J'ai jamais vu, moi j'ai pas fait d'étincelle à l'école, j'ai appris bien sûr que mes ancêtres étaient des Gaulois, ça c'est sûr. Il n'y a qu'à me regarder pour voir évidemment de descendance. Et bien ça, c'est l'hégémonisme totalitaire d'une culture qui veut s'imposer absolument à tout le monde. Alors on a cru que l'hégémonisme c'était l'Est, avec les dictatures, etc. Je peux vous assurer que les dictatures existent toujours, masquées. Et elles sont pires quand elles sont masquées. Il y a la condition de la femme. Pourquoi la subordination universelle de la femme? C'est une anomalie totale et qui est aujourd'hui banalisée. Vous avez évidemment le rapport à la nature, le rapport à l'éducation, il faut des utopies. Quelqu'un a parlé de l'utopie, mais l'utopie pour moi, c'est le non-lieu de tous les possibles. C'est-à-dire sortir du conformisme dans lequel nous sommes pétrifiés pour aller vers la transgression. Mais la transgression positive, c'est-à-dire inventer la chose avec le souci d'une véritable évolution et d'un véritable progrès généreux et humain. C'est ça l'utopie. Ou alors on reste bloqué dans des schémas parce que c'est très rassurant. On vous donne une bouée et vous la tenez à vie, voilà, parce que vous avez peur de vous noyer dans la complexité du monde actuel. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on a besoin de transgresser. Il se trouve qu'en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. J'ai laissé ça à Obama parce que voilà, je me suis dit, l'Africain, oui, Africain, ça ferait mal quand même un Africain président de la France, tu vois. Donc, mais ça a été l'occasion extraordinaire d'évaluer ou d'essayer de comprendre est-ce que nous étions tout seuls dans nos utopies en disant le féminin au cœur du changement, en disant il faut une agriculture évidemment différente, en disant il faut une éducation différente, en disant il faut des utopies. Et toutes ces choses-là, est-ce que nous étions seuls? Et on s'est dit, mais quand on va aller au scénario d'aller récolter les signatures, on va peut-être trouver 2 ou 3 maires en état d'ébriété qui vont signer notre truc et nous dire, eh ben, nous en avons collecté presque 200, vous voyez, et en s'y prenant tard. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour triompher, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité véritablement d'un changement de paradigme fondamental. Et c'est pour ça que j'exalte la puissance de la modération en tant que puissance et non pas en tant que serrer la ceinture, pas du tout. J'ai écrit donc le bouquin la sobriété heureuse. Je m'attendais aussi à quelques... Bon, mes amis peuvent confirmer qu'il se vend bien quand même, sobriété heureuse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut maintenant tomber dans un équilibre, être et avoir, et une humanité qui puisse évoluer véritablement dans une démarche sacrée, je dirais, j'ose dire sacrée, c'est-à-dire la reconnaissance de la vie comme étant la chose la plus précieuse que nous ayons. Et quand on se pose la question sur l'humain, 2 minutes sur 24 heures, à quoi sert-il? Eh bien, je pense que l'humain, j'ai imaginé la Terre en train de se poser la question, mais est-ce que j'ai fait une erreur en inventant l'humain ou est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas une erreur? Voilà.
Et poétiquement, j'ai imaginé la Terre en train, plein de chagrin, en disant, ben là, je l'avais inventé, mais c'est devenu un parasite. C'est devenu un parasite. Et je pense que... Et après, je fais dire à la Terre, j'ai inventé l'humain. Je me suis fait belle avec mes océans, je me suis fait très belle. Mais une fois que j'ai été belle, il manquait quelque chose. Il manquait un admirateur. Voilà. Et j'ai créé l'être humain. Alors, a-t-elle fait? A-t-elle bien fait? N'a-t-elle pas bien fait? Je laisse la question en suspens.